notions générales, فيه les principes de test وفيه la psychologie des tests. Donc en général قلنا راهو ماهوش تيستور كهو يخدم. آآ استنى لازم نرجع نحكي فرنسي على خاطر الفضيل يرجع يتفرج على الفيديو. D'accord. Oui, tout à Donc fait. à propos des métiers de test, on n'a fait que le testeur, mais plutôt l'analyse de test, les ingénieurs de test, les consultants en test, toute une équipe qui travaille en collaboration et surtout en coordination avec le chef de projet et l'équipe de développeurs, puisque c'est eux qui vont corriger les erreurs signalées par les testeurs. Voilà, en général, ce sont les tâches de testeur. Il doit avoir quelques compétences. Il doit aussi maîtriser le stack que l'entreprise travaille avec, parce qu'il y avait des tests automatiques quand on travaille avec Selenium ou bien avec JUnit si on travaille avec Java, donc ça dépend de l'environnement. Donc, ça concerne surtout le back-end. Voilà, dans les salaires et tout. On commence par la première leçon, les fondamentaux des tests. Donc, on a vu sans les tests, on va perdre l'argent, on peut entacher la réputation de l'entreprise, ça peut entraîner des blessures qui peuvent être même mortelles si on parle d'un domaine sensible comme la médecine ou d'autres. Donc, si on parle sans les tests, on ne peut pas avoir une bonne qualité et on aura beaucoup de risques de défaillance. Donc voilà, les tests en général, ils passent par plusieurs étapes, la planification, la conception, le suivi, la progression, pour avoir une capacité d'évaluer ce logiciel avant de le fournir au client. On a vu les tests statiques, les tests dynamiques. Donc les tests statiques, ce sont des tests qui n'impliquent pas l'exécution du composant ou du système testé. Et ça veut dire des tests statiques, si on teste un bouton, si ça marche ou non, sans faire une exécution, sans exécuter tout un logiciel. Donc, c'est statique. Par exemple, le client, il fait des tests statiques. Il teste les boutons à l'aperçu visuel, si ça marche ou non. Les tests dynamiques, comme le automation test, qui ont besoin d'une exécution du logiciel entier, de tout un système, de vérification des codes sources, des user stories et tout. Donc, tout ça, c'est de la culture générale. Juste, vous devez distinguer entre défaillance et défaut et erreur. Donc, tout ce vocabulaire, on peut faire le schéma suivant. En fait, il y avait une erreur dans le code. Par exemple, on a fait un code très, très lent. Du coup, c'est un défaut. S'il n'a aucun impact, donc, on l'appelle aussi défaut. S'il est aperçu au niveau des utilisateurs et ça constitue un problème concernant le téléchargement de l'application, ça alourdit l'application, par exemple, on l'appelle une défaillance. Donc, pour le test et le débogage, le test, c'est l'activité de tester. Le débogage, c'est le contraire de bug, c'est la résolution d'un bug. Débogage, c'est la correction de bug. Donc, le test, c'est le travail des testeurs et le débogage, c'est le travail de qui? Des développeurs. Voilà. Donc, ce sont les travails de développeurs et on a vu par la suite, il y aura des tests de quoi? De régression. Non, les tests entre le discours entre le testeur et les développeurs pour lui confirmer si c'est bon, l'erreur est résolue ou non. On l'appelle comment? Les tests d'acceptation, de confirmation. Voilà, c'est écrit dans le diapo en vert. Les tests de confirmation, voilà. L'acceptation, c'est lors de la livraison au client, on parle des tests d'acceptation. Oui. Donc, voilà, puisqu'on n'a pas un seul test, on fait test initial au premier aperçu lorsqu'on remarque un bug et il y avait un test final après la confirmation. Donc, voilà, et on a dit que le développeur qui se charge du débogage. Donc, pour cela,
on peut garantir une qualité du logiciel. Et donc, lorsqu'on parle de l'assurance qualité, et c'était une question dans le QCMG d'hier, le client, en fait, dès le début, lorsque on se met d'accord sur le développement du logiciel, il attend de nous une qualité à son point de vue. Donc, il y avait une qualité attendue, et bien sûr, il y avait du commercial, il y avait un deadline, il y avait un budget. L'entreprise, elle va vouloir réaliser une certaine qualité. Et donc, vu qu'ils ont fait une planification et qu'ils ont une mesure interne de la qualité et que ça dépend de l'équipe même, ça dépend du deadline et tout, on pouvait avoir une qualité réalisée qui peut être même inférieure à la qualité voulue, faute du temps, par exemple. Et du coup, on va réaliser une qualité, on va la donner au client et la qualité perçue par rapport au client, il peut être quelqu'un hors du domaine et il voit l'application tellement parfaite. Donc, il ne sera pas conscient des défauts et que l'application est lente et que ce n'est pas tendance design et tout. Du coup, il pouvait être satisfait et pourtant, le travail dans l'entreprise, la qualité et la satisfaction de l'entreprise n'étaient pas atteints à 100%. Du coup, lorsqu'on parle de qualité, c'est pas la même la qualité attendue, c'est pas la même voulue, c'est pas la même perçue par le client, c'est pas la même qui était réalisée. C'est ça, donc c'est une question qui se pose. Le client ici, il peut faire ses requêtes et ses recherches et mesurer la qualité, aussi bien l'entreprise. C'est elle qui sache le mieux la qualité réalisée. Du coup, la qualité, c'est un critère variable et qui a plusieurs critères divers. Donc, ça dépend de point de vue et ça dépend de la réalisation, ça dépend du processus, ça dépend de tout ça. C'est bon, c'est compris? Oui. Donc, lorsque les processus sont correctement exécutés, les résultats seront de meilleurs, bien sûr, de meilleure qualité, ce qui contribue à la prévention des défauts et l'analyse des causes racines pour détecter et éliminer les causes de défauts. C'est bien si on remarque un défaut quand on va chercher la cause racine pour corriger la cause racine et comme ça, on va prévenir ce défaut et d'autres défauts qui peut aussi être réalisé au fur et à mesure. Donc, les causes des erreurs, ça pouvait être les contraintes des temps, la fiabilité humaine, ça peut être à cause de l'équipe non compétente, ça peut être à cause de l'inexpérience ou la manque de compétences, ça peut être à cause des mauvaises communications entre les exigences, la conception, entre le product owner et le client. Ça peut être un malentendu sur les interfaces intrasystèmes. Ça peut être aussi la complexité du code, le langage utilisé, les services et la navigation. Ça pouvait être à cause de l'architecture tellement complexe. Voilà les causes des erreurs. On a vu faux positifs et faux négatifs. Donc, on a dit, concernant faux positifs et faux négatifs, on peut les simuler au COVID-19. En fait, si on dit un faux négatif, concentrez tout d'abord sur le mot négatif. Donc, si on dit quelqu'un qui a un test COVID négatif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas malade. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'on dit un test faux négatif, ça veut dire le résultat a dit que le logiciel fonctionne correctement, il n'y a pas de problème, alors que c'est faux. Donc, en résumé, ça veut dire que le logiciel, il n'a pas détecté des erreurs, il a dit que tout fonctionne bien, mais plutôt, ça existe les erreurs que le logiciel, il n'a pas les relevées. Si on fait le contraire, si on dit quelqu'un
est positif. Il a fait l'analyse COVID et le résultat, c'était positif. Alors, il a le virus, il est infecté. Donc, si on dit quelque chose, un logiciel a montré le résultat positif, ça veut dire qu'il contient les problèmes, alors que c'est faux. Ça veut dire quoi? Le logiciel, il est en train de détecter un bug, alors il y a rien. Par exemple, dans VS Code, le VS Code, il peut signaler une erreur toujours dans la ligne 19. Et si on revient vers la ligne 19, on remarque qu'il n'y avait rien, qu'il n'y a pas même un code écrit dedans. Du coup, VS Code, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit une ligne vide, il la considère comme une erreur. C'est ça. Il est en train de déclarer un problème alors qu'il n'y avait rien. Juste, il considère tout espace et toute ligne vide comme une erreur. C'est ça le faux positif. C'est bon? Vous avez compris la différence entre faux négatif et faux positif? Oui. Donc, tout d'abord, vous concentrez sur le mot. Si négatif, ça veut dire il n'y avait pas de problème, mais c'est faux. Ça veut dire le logiciel, il n'a pas détecté les problèmes, le testeur n'a pas détecté les défauts qui existent. Et ça, c'est le contraire. Comme si un testeur, il indique qu'il y avait une erreur, mais réellement, il n'y avait rien. Leur cause, ça pouvait être les données de test incorrectes, vous pouvez être le testware, le logiciel, ça pouvait être l'environnement. On va voir maintenant un exemple. Donc, qui veut lire? Vous n'êtes pas en forme aujourd'hui. Oui, nous sommes en forme en fait. Du coup, je peux lire l'exemple en fait des paiements d'intérêt incorrects, bien des plaintes des clients. Le code défectueux a été écrit par un user story ambigu. Une seule ligne de code incorrecte, la mauvaise compréhension par le product owner de la façon de calculer les intérêts. Voilà, nous sommes par exemple, merci, dans une application de calcul. Donc, une application qui concerne la banque peut-être. Donc, du coup, on a remarqué, le client, il a porté plainte puisqu'il y avait des paiements d'intérêt incorrects. Donc, en fait, Oui. les boutons génèrent un mauvais calcul. On se rend compte qu'il y avait un code défectueux qui a été écrit pour une user story ambiguë. Donc, qui écrit les user stories? C'est la responsabilité de qui? Du product owner. Voilà. Donc, lui, si on revient sur la cause racine, on a remarqué qu'il y avait une seule ligne de code qui était incorrecte et c'était à cause de la mauvaise compréhension par le product owner de la façon de calculer. Donc, c'était à cause de la formule que le product owner a écrit d'une manière incorrecte. Donc, maintenant, on doit distinguer entre, on doit relever c'est quoi les faits, c'est quoi les défaillances, c'est quoi le défaut. Donc, pour organiser ça, toujours, les faits, c'est la dernière étape qui était parvenue. C'est quoi la dernière étape? Vous allez avoir quelque chose de similaire hein, dans l'examen. En fait, la dernière étape, c'est-à-dire la livraison de l'application. C'est déjà écrit ici, elle est déjà écrite. Le dernier fait qui a eu lieu. Ah, les plaintes des clients. Voilà. Donc ici, si vous commencez par la dernière étape, donc vous mentionnez les plaintes de clients, on appelle un effet. Toujours l'effet, c'est le résultat, c'est la dernière action qui a eu lieu.
Donc, les faits, c'est les plaintes des clients. Donc, si on cherche, c'est quoi le défaut? Le défaut, c'est la première chose qui a eu lieu. Des paiements qui étaient des intérêts en fait qui étaient incorrects. Non? La première action qui a eu lieu, c'est ici la mauvaise compréhension par le product owner de c'est la rédaction de user story. C'est ça la première action. La rédaction correcte de user story, c'est ça le défaut. Aussi, on a dit le défaut, c'est quelque chose non remarquable par l'utilisateur. L'utilisateur n'était pas présent dans notre cuisine interne. Il ne savait pas comment on a fait les user stories et tout. Donc, c'est ça le défaut. Donc, si je dis, c'est quoi la défaillance maintenant? La chose remarquable qui a suscité l'attention du client. Des paiements incorrects. Voilà, donc c'est ça, les paiements d'intérêt incorrects. Sûrement, il y avait un bouton qui génère des résultats erronés. Donc, c'est ça la défaillance. L'effet, c'est le dernier résultat. C'est le résultat de tout ça et ce sont les plaintes des clients. Donc, le défaut, la première chose qui a eu lieu et qui n'est pas remarquable au niveau utilisateur, c'était la mauvaise compréhension par le product owner. C'est comme ça. Donc, voilà, les plaintes des clients sont des effets. Les paiements d'intérêt incorrects sont des défaillances puisqu'ils sont remarquables au niveau de l'utilisateur final. Et le calcul incorrect dans le code, c'est un défaut. Et il résulte d'un défaut, bien sûr, origine. Donc, la cause racine, voilà, donc le défaut, c'est le calcul incorrect. Et la cause racine, donc, si je vais vous dire dans l'énoncé, détecter le défaut et la cause racine. Alors là, vous pouvez dire le défaut, c'est le calcul, le défaut, c'est le code défectueux, voilà. Donc, c'est plus correct lorsqu'on dit le défaut, c'est le code. Toujours le défaut provient du code. Donc, vous pouvez dire que le défaut, c'est à cause de code défectueux. Et la cause racine, c'est le user story et la mauvaise compréhension. Donc, si on va refaire ça, la première action, c'est la cause racine, c'est la mauvaise compréhension. L'effet, c'est la dernière action et ce sont les plaintes des clients. Le défaut, c'est toujours non remarquable et toujours dans le code, c'est le code défectueux. Et la défaillance, c'est quelque chose de remarquable et ce sont les paiements incorrects. Voilà, c'est un défaut qui a déclenché une défaillance et la défaillance, bien sûr, elle a eu un effet. Et c'était l'insatisfaction du client. C'est bon, c'est compris? Maintenant, on va voir les principes sur les tests. Donc, qui était présent sur quelques principes entre vous dans la classe? Moi, je pense que j'ai participé au chapitre 1 avec la famille. Ah, d'accord. Mais on n'a pas terminé tous les principes, je Oui. pense. Oui, on n'a pas terminé. Donc, Al-Fadil, il l'a vu tout 2 fois déjà. C'est pour cette raison, il a dit c'est pas la peine d'assister aujourd'hui. Donc, on va voir les 7 principes. Donc, vous devez comprendre les 7 principes. Donc, le premier principe dit que les tests montrent la présence de défauts par leur absence. Juste retenez que le premier principe commence par leur absence. Voilà. Et le dernier principe, plutôt le contraire, le premier principe termine par leur absence et le dernier principe commence par absence. On va voir après la différence entre eux. Donc, on revient sur le premier principe. Les tests montrent la présence de défauts par leur absence. Et donc, ça veut dire quoi? Donc, qui peut corriger cette phrase?
ou qui peut nous expliquer pourquoi les tests montrent l'absence de défauts est considéré une fausse phrase, une fausse réponse? C'est comme la philosophie, en fait. Qui peut rendre cette phrase correcte? Qu'est-ce qu'on peut dire pour que ça soit correct? En fait, les tests en fait montrent c'est pas l'absence des défauts, mais en fait On peut changer par un seul mot et ça devient correct. l'existence des défauts. Ou plutôt, oui, ou plutôt la présence des défauts. Donc, pourquoi on Ouais. fait des tests? Pour élever les défauts. Par exemple, si j'enseigne 20 étudiants et j'ai attribué la note 13 pour tous les étudiants, qu'est-ce que vous allez dire? Tous les étudiants, ils ont le même niveau. Non, ça ne pouvait pas être. Oui, c'est un faux positif. Sincèrement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'allez pas dire ça devant moi. Ah. Certainement, il y a un défaut. Vous allez dire, l'enseignant, il n'a pas corrigé les épreuves, il a comme ça Ah, donné oui. des 13. Ou Parce ils que ont c'est pas copié les mêmes réponses. toute la classe et toutes les Oui, réponses. C'est pas Les 20 logique. étudiants, donc, et les surveillants, il était en train de faire quoi? fumer une cigarette. Et même si on va dire ça, il existait des étudiants honnêtes qui font des efforts et qui ne trichent pas, je pense. Donc, sincèrement, ça va être que le prof, il n'a pas corrigé les faits. Donc, si par exemple un testeur, à chaque fois on lui donne des fonctionnalités à tester, il va dire tout fonctionne bien, tout fonctionne bien. Donc, on va douter qu'il ne fait pas son travail. Donc, on fait des tests pour améliorer la qualité, pour montrer les défauts, pas pour dire que c'est correct. C'est pour cette raison, le principe dit que les tests montrent la présence de défauts par leur absence. Ça veut dire, si on ne teste pas, ça veut dire que les défauts existent. Et voilà pourquoi toujours on dit que les défauts existent, parce que le risque zéro n'existe pas. Et vous voyez déjà, quelles sont les grandes entreprises dans le domaine de télécommunication, de l'information et tout? Microsoft, Amazon, Facebook. Voilà, Facebook, Amazon, Microsoft. Et déjà, ça arrive de jours où il y avait un bug dans Facebook. Dans Amazon, ça se passait. Donc, le risque zéro n'existe pas. Toutefois, quand on va faire une mise à jour, ça peut exister une défaillance ou quelque chose qui tombe en panne, qui ne marche pas. Il y avait même des avions qui ont fait des accidents. Du coup, on ne peut pas dire que tout fonctionnait et le risque zéro n'existe pas. Et voilà l'exemple des très grandes entreprises. Du coup, on ne peut pas dire des développeurs sont des humains, ils peuvent faire des erreurs. On ne peut pas dire que tout est parfait. C'est pour cette raison il y avait toujours le métier de test parce que c'est lui qui va relever les défauts. C'est bon, c'est compris le premier principe. Oui. Donc, il dit juste retenez, il se termine par leur absence. Les tests montrent la présence des défauts par leur absence. Deuxième défaut, les tests exhaustifs sont impossibles. Ça veut dire quoi exhaustif?
Il y avait même des clips vidéo exhausted et tout. C'est connu le mot exhaustif. Ça veut dire, les tests exhaustifs, on va tester plusieurs fois. Donc, exhaustif, ça veut dire quelque chose qu'elle va devenir épuisée tellement on a testé le logiciel. Donc, tout essai. Maintenant, on va essayer le contraire de ça. Donc, on essaie de tout tester. Donc, tout tester, toutes les combinaisons d'entrée, les conditions, c'est pas faisable, sauf dans des cas triviaux. Triviaux, ça veut dire sauf dans des cas très rares. Pourquoi on ne peut pas tout tester dans un logiciel? Et voilà, est-ce que c'est possible de tout tester? Non. Donc, en fait, si vous remarquez, si je vais maintenant déplacer un fichier d'une destination à une autre, ça peut survenir plusieurs problèmes. Par exemple, si tu vas déplacer un fichier d'une destination à une autre, il peut t'afficher un message d'erreur. Il va dire que le fichier est ouvert, impossible de le déplacer. Il peut dire que tu n'as pas le droit pour ajouter un fichier dans cette source, c'est privé. Il peut dire qu'il y avait déjà un fichier avec le même nom. Il se peut que l'espace mémoire est déjà insuffisant sur ce disque. Et voilà, ils peuvent être que deux dossiers sont partagés. Donc, imaginez si nous sommes en train de déplacer un seul fichier d'une destination à un autre, et voilà des conditions et des erreurs et des messages d'erreur qui peuvent survenir. Alors, imaginez maintenant si nous sommes dans une application et on va tester le formulaire. Et pour chaque formulaire, et le formulaire est composé de 15 champs et pour chaque champ, il y avait 5 valeurs possibles. Ça veut dire, par exemple, ce formulaire, il accepte le prénom sous forme de chaîne de caractères. Ça, c'est une condition. Une autre condition, il ne doit pas être vide. Autre condition, au minimum 3 lettres. 4 conditions, il ne doit pas avoir des caractères spéciaux. 5e condition, et on ne peut pas avoir des chiffres dedans. Donc, c'est ça les conditions. Si on va maintenant tester une fois avec espace, autre fois tout correct, à chaque fois, on va faire une erreur d'un type différent dans un champ différent et on va faire toutes les combinaisons entre eux. Ça va avoir pour 15 champs 30 milliards et 517 millions, 500, voilà, tout ça de combinaisons. C'est pour cette raison, tester tout est impossible. Qu'est-ce que dit le principe? Les tests exhaustifs sont impossibles. Si on va parler d'une application très complexe, on ne peut pas tester toutes les combinaisons. Ça va être vraiment impossible et ça va déjà gaspiller beaucoup de temps. Du coup, les tests exhaustifs sont impossibles, sauf dans des cas triviaux, ça veut dire sauf si on a une simple application, un seul formulaire et on avait suffisamment de temps pour tester tout. Donc, c'est très, très rare. Maintenant, on passe au troisième principe. Tester tout économise du temps et de l'argent. Normalement, vous pouvez comprendre ça par la logique et sur la lumière de ce qu'on a vu hier. À votre avis, comment tester tout économise du temps et de l'argent? Billy, normalement, tu as fait une révision hier. Oui. C'est simple, hein? Du coup, en fait, tester tout, comme on a dit par exemple dans la méthodologie Scrum, si on teste à chaque fois qu'on va finir une user story, on peut détecter en fait les défauts ou bien les différences et on va les corriger. Et comme ça, on peut gagner du temps. Le développeur va déjà directement corriger en fait le défaut. Et
comme ça, en fait, on peut pas du tout. Oui, c'est correct, c'est presque ça. Donc, en fait, voilà en détail. Donc, si on a dit, c'est quoi ce cycle qui est étape par étape et le test intervient presque à la fin? C'est dans quel cycle de vie logiciel? Séquentiel, en fait. Donc, séquentiel et il y avait deux méthodologies dans le cycle séquentiel. Cascade Cascade. ou bien cycle en V. Ce sont deux types où le projet circule d'une étape à une autre. Donc, du coup, les tests parviennent à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La conception, puis le développement, puis l'intégration. Et au niveau d'intégration, ce sont les tests. Donc, à ce niveau, s'il y avait un défaut, on doit corriger tout ça après avoir parcouru toute cette partie. Et donc, voilà, on a fait déjà une statistique qui a montré que 55%, c'était en 2011, et maintenant c'était 75% des défauts, ce sont à la cause de quoi? Des spécifications écrites d'une manière incorrecte, comme déjà l'exemple qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, la mauvaise compréhension par le product owner du client, elle peut causer 55 et même plus des erreurs qui vont en fait. Donc, imaginez si l'erreur existe dès le début, dès la spécification des besoins, on va la conception d'une manière incorrecte, le développement d'une fonctionnalité incorrecte et on se rend compte à la fin qu'on doit refaire tout ça. Du coup, on va perdre vraiment beaucoup de temps et on va faire un travail nécessaire et on doit corriger ça et refaire toute la fonctionnalité. Donc, voilà. Déjà, ce sont des statistiques déjà faites. Donc, si on va corriger les besoins dès le début, c'est important d'avant de diviser les tâches entre deux développeurs, de les donner des sprints corrects, des fonctionnalités correctes, des formules correctes à employer. Donc, ça va prendre quelques minutes si on se rend compte ici qu'il y avait des défauts. Du coup, tout le processus va se lancer le maximum correctement. Alors que ça va être le coût de correction plus bas. Par contre, si on se rend compte dans Cascade, dans le test, que tout est erroné, on doit corriger tout ça et ça va prendre x 300 coûts. Et voilà, on va perdre beaucoup de temps et le monde n'est pas patient de tout refaire dès le début. Du coup, c'est quoi le principe? Tester tout, économise du temps et de l'argent. C'est bon, c'est compris? Oui. Maintenant, quatrième principe, regroupement des défauts. Donc, maintenant, si on va tester d'une manière aléatoire, sans faire des analyses de tests, sans faire des tests prioritaires, puis on passe au détail, puis on passe au test d'intégration, et ça va être les niveaux respectés de un par un. Si on va faire d'une manière aléatoire, si on va tester sans stratégie, on aura des campagnes longues, des détections tardives. Par exemple, si tu vas détecter une erreur de user story vers la fin. Du coup, ça va entacher tout le cycle. On va faire comme ça des corrections bâclées, mise en production menacée. Donc, la correction des user stories et des fonctionnalités, c'est plus prioritaire parce que même l'utilisateur, il va faire attention à ces erreurs. Et après, on peut passer à la qualité, aux best practices du code, à tout cela. Du coup, les tests sont stratégie et le regroupement des défauts comme ça va menacer même la production du logiciel. Du coup, on peut avoir des défauts découverts en retard. On ne peut pas valider le test
puisqu'il y avait toujours quelque chose à corriger. Et les tests, ils peuvent devenir même obsolètes, puisque ce n'est pas stratégique. Donc, qu'est-ce qu'il dit le principe au regroupement des défauts? Tout simplement, si on va regrouper des défauts, et il y avait déjà une règle de Pareto, si on va faire sans stratégie les tests, on ne va pas faire une analyse des tests, on va ordonner les étapes, on peut avoir par exemple 20%. Cette 20%, ce sont la partie qu'on a négligée, qu'on n'a pas testée. Elle peut avoir la concentration de 80% des défauts. Donc, déjà, si on va travailler d'une manière, on va regrouper les défauts sans stratégie, ils ont fait des statistiques, ils ont découvert que les 20% qui restent, c'est elle qui contient les 80% des défauts. Du coup, c'est très grave si on va faire un regroupement des défauts. D'accord? Donc, mettez à la tête toujours le regroupement des défauts, il est lié à la règle de Pareto. La règle de Pareto qui a montré que le tiers qu'on a laissé, où il y a les défauts concentrés. Donc, cinquième défaut, maintenant je vais faire un rappel. Retenez tout d'abord ces quatre. Le premier principe, c'était les tests montrent la présence de défauts par leur absence. On a dit que c'est impossible de tout tester et le risque zéro n'existe pas. Et on a pris l'exemple de Facebook, des grandes entreprises où les pannes surviennent à tout moment. On a dit si on essaie de tout tester, c'est impossible de tester tout. Alors, du coup, les tests exhaustifs sont impossibles et la seule raison que si on place un fichier d'une destination à un autre, ça peut arriver plusieurs messages d'erreur, un espace de stockage insuffisant, etc. Et si c'est un formulaire qui contient plusieurs champs et chaque champ contient des valeurs possibles, on va faire les combinaisons entre eux, des champs valides, des champs invalides et tester ça. Ça va faire beaucoup de combinaisons, ça va prendre beaucoup de temps. C'est ça, le principe des tests exhaustifs sont impossibles. Le troisième principe, c'était tester tout économise de temps et de l'argent. C'est pour cette raison cascade, ce n'est pas la bonne méthode, puisqu'il se rend compte des défauts en retard. Du coup, on a fait des statistiques et en 2020 presque, c'était devenu 75% les défauts qui parvient, que leur cause principale, c'était les user stories incorrects. Donc, c'est très important de corriger ça à une étape précoce qui va prendre quelques minutes et un coût de correction plus bas que corriger ça à la fin et ça va refaire tout un travail et les corrections, ils vont prendre 300 fois temps et 300 fois argent, puisque dans le domaine d'entreprise, le temps, c'est l'argent. Au lieu de s'investir le temps dans un autre projet et avoir un autre budget et investir nos ressources, on doit corriger tout un projet ancien. C'est ça le principe qui dit tester tout économise du temps et de l'argent. Le regroupement des défauts aussi, si par exemple un testeur qui va tester sans stratégie, on a montré par la règle de Pareto que 20% de la partie qu'il laisse sans test, elle peut contenir 80 des défauts. Maintenant, paradoxe des pesticides. Donc, qui connaît les pesticides et quels sont les effets des pesticides? Sadim, tu es avec nous? Oui, madame. Les Donc, pesticides, qu'est-ce que tu connais à propos des pesticides? je sais pas, je connais. Bilal, tu n'as pas l'information. Quand on utilise les pesticides? En plus,
En fait, j'avais déjà écrit ça. Donc, le paradoxe est assez simple. Plus on utilise des pesticides, plus on doit en utiliser, car les mauvaises herbes deviennent de plus en plus résistantes. Du coup, on utilise les pesticides pour tuer les mauvaises herbes et pour, voilà, j'avais une vidéo, je l'avais supprimée. Donc, cette vidéo, il exprime le concept des pesticides. Donc, lorsqu'on utilise toujours le même pesticide, les herbes deviennent plus résistants et ils ne vont plus être, ça ne va pas être plus efficace ce pesticide. Je veux prendre un autre exemple. Si par exemple, à chaque fois tu tombes malade, tu utilises le même antibiotique. Ça peut venir un jour où l'antibiotique n'est pas efficace, comme si tu as une immunité contre cet antibiotique, du coup, ça ne va pas être efficace pour toi. La même chose, si on utilise toujours les mêmes pesticides pour la même plante, les mauvaises herbes, ils persistent encore et ils ne peuvent pas être tués par ce pesticide. Donc, en fait, on va voir la relation entre ça et les tests. La même chose, si on va utiliser toujours les mêmes tests, ils ne vont pas relever encore les défauts et les problèmes. C'est pour cette raison, dans l'entreprise, on emploie un analyste des tests parce que chaque projet, il a des tests spécifiques. Il lui faut des tests bien déterminés. Du coup, on ne peut pas faire des tests qui passent partout. On avait un plan de test pour chaque logiciel développé. Donc, si les mêmes tests sont répétés de nombreuses fois, le même ensemble de cas de test finira par ne plus détecter de nouveaux défauts. Et voilà, pour détecter de nouveaux défauts, il peut être nécessaire de modifier les tests existants et les données de tests existantes, ainsi que de rédiger des nouveaux tests. Par exemple, si j'ai découvert un défaut, on l'a corrigé, je peux changer le test pour voir l'efficacité de la correction. Je ne peux pas utiliser toujours le même test avec toujours les mêmes valeurs et je m'attends des résultats meilleurs. Donc, qu'est-ce que dit le principe? Que il dit le paradoxe des pesticides. Paradoxe, ça veut dire contradiction. Si on emploie toujours les mêmes tests, il arrive à ne plus relever des nouveaux défauts. Est-ce qu'on va terminer avec ces principes? Donc, le 6e principe, les tests dépendent du contexte. Donc, ça dépend bien sûr de la méthodologie et du domaine d'application. Domaine d'application, par exemple, dans le développement, il y avait des tests au niveau des entrées, des sorties, il y avait des testuels qu'on utilise. Et si on parle, par exemple, de quelque chose, les tests dans le domaine de la conception de l'aéronautique, ça va être autre chose. Si, par exemple, on va faire une maison connectée, on doit tester les capteurs, on doit tester l'intensité, on doit tester les écrans, on va tester les softwares et le hardware. Donc, ça dépend les tests de domaine d'application et aussi, ça dépend de la méthodologie. Par exemple, en V, on va tester le tout en parallèle. Alors qu'en Scrum, on va tester fonctionnalité par fonctionnalité. Donc, les tests, ça dépend du contexte, ça veut dire ça dépend de la méthodologie et ça dépend du domaine d'application. Voilà déjà pour expliquer en fait le phénomène. Ils ont lancé déjà une expérience. C'est le lancement de ce fusée qui s'appelle Ariane 5. L'environnement de Ariane 4, l'expérience était réussie. Ils ont testé le composant 4 et c'était bien fonctionné. Alors que lorsqu'ils ont refait cette même expérience après mise à jour, après amélioration, avec un environnement nouveau, ils n'ont pas testé le même composant ici. Et donc, l'expérience a échoué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce composant, dans un environnement bien déterminé, dans une intensité, une chaleur bien déterminée, ça marche. Si on a modifié ça, on a modifié
l'environnement, on a modifié l'intensité, le composant, ça ne marche pas. Du coup, on doit le tester encore avec ce nouveau environnement. Donc, c'est ça, les tests dépendent du contexte. À chaque fois qu'on fait une amélioration, une mise à jour, on doit retester. En fait, on doit faire ici un type de test bien déterminé qu'on a vu hier. C'est quoi le type de test qu'on va faire ici? Si on fait une mise à jour, une modification, on doit s'assurer que ça n'a pas un impact sur le bon fonctionnement. Ça veut dire les tests. Le responsive design, les tests. Non, responsive design, ça veut dire c'est une application qui marche sur le téléphone, qui marche sur la tablette, qui s'adapte selon le diapositive. Ça n'a aucune relation. Le test, c'est de non-régression. On l'appelle test de non-régression. C'est un test lié au changement. Maintenant, on termine avec le dernier principe qui ressemble au premier principe. Le premier termine avec le mot absence et le dernier principe, il commence par absence. L'absence d'erreur est une illusion. Donc, c'est presque la même chose, mais le premier principe, il dit que ça peut tomber en panne, ça peut arriver et le risque zéro n'existe pas. Ça, il veut dire que même si le système à long terme, il n'a pas tombé en panne, il n'y a pas que le fonctionnel qui compte. Il y avait d'autres choses qui peuvent arriver. Comme quoi? Donc, par exemple, on peut faire une application. On a traduit les attentes de clients. On les traduit. Ici, c'était écrit spécification. On a fait les cahiers de charges. On a vérifié que le système il fonctionne correctement. Et après, le client, il n'est pas utilisable pour lui. On parle ici des tests non fonctionnels où l'application était incompréhensible par l'utilisateur. Du coup, ce n'est pas le fonctionnel qui compte ici, puisque il y avait quelqu'un qui a oublié le microphone ouvert. Hein. Merci de le désactiver, parce qu'il y avait un écho. Merci, c'est bon maintenant. Donc, on a dit on a fait les tests système. Test système, ça veut dire on a testé toute l'application, on a vérifié qu'elle fonctionne bien. Alors que au niveau des tests d'acceptation, où c'est le rôle de client, il n'était pas satisfait puisqu'il ne savait pas comment utiliser cette application. Et voilà, ce n'est pas que le fonctionnel qui compte. Dans ce dernier principe, on parle de l'utilisabilité, de la fiabilité, de la sécurité, de la performance de l'application, de la portabilité et la maintenance. Donc, on parle des types de tests non fonctionnels. Voilà. Donc, on a terminé déjà tous les principes. Juste pour faire la différence entre le premier et le dernier. Le premier, il parle que l'application peut tomber en panne à tout moment. Et le dernier, il dit que même elle ne tombe pas en panne et même si c'est fonctionnel, ça peut arriver des problèmes non fonctionnels comme l'ergonomie, comme l'utilisabilité, comme la performance, le design et tout ça. Et voilà, maintenant, on a fini le cours.